Françaises, Français. Voici quelques informations en direct de la Seine-Saint-Denis. L'un des départements les plus défavorisés de France, très courtisé en période électorale, mais plutôt oublié le reste du temps. Face à ces grands mots, nous avons pourtant proposé de grands remèdes. Renouer le lien qui unit le citoyen à sa cité, libérer le politique des forces de l'argent. Bonjour, vous écoutez Perspective. Alors qu'est-ce que c'est Perspective? C'est un temps d'échange qui est fait de témoignages et de réflexions sur des sujets de société qui sont liés ou non à l'actualité sociale, politique ou géopolitique du moment. C'est un temps pour entendre la parole de ceux qui sont au cœur de ces sujets de société, les acteurs de terrain, chercheurs ou penseurs, et qui peuvent précisément nous ouvrir des perspectives pour un monde meilleur ou un autre monde ou une nouvelle société avec de nouveaux paradigmes. Alors, en tant que député de la France insoumise de Seine-Saint-Denis, cette parole, celle donc de mes invités experts, me paraît indispensable. D'une part, elle nourrit mes prises de position, elles me permettent aussi de les approfondir et aussi de les expliciter auprès du plus grand nombre. Alors, bienvenue pour ce premier ballon d'essai où j'ai choisi de parler d'école. C'est un sujet d'actualité puisque la loi École de la confiance de notre ministre Jean-Michel Blanquer est en cours de débat au Sénat et qu'il suscite une véritable fronde aussi bien des enseignants que des parents. Mais c'est surtout un sujet, moi, qui me passionne à divers titres, et notamment parce que l'école, et là je paraphrase la palissade donc de Monsieur Macron, l'école donc c'est en effet le reflet de la société d'aujourd'hui, mais aussi le lieu où l'on peut fabriquer et où l'on fabrique la société de demain. Et pour moi, la société d'aujourd'hui et surtout celle de demain, c'est hautement politique. C'est hautement politique. Donc, pour parler école, dans cette perspective, j'ai le grand plaisir et le grand honneur d'accueillir Véronique Decker, voilà, qui est institutrice, puis Bonjour. Directrice d'école depuis plusieurs années à Bobigny. Bobigny, c'est une ville du 93, très populaire. Vous êtes également syndiquée et devenue une référente sur le sujet de l'école grâce aux 3 livres que vous avez publiés et qui vous donnent, comme vous le dites vous-même, une notoriété qui vous surprend. Puisse cette notoriété inspirer les décideurs. À vos côtés, Béatrice Pinat, professeure des écoles en milieu prioritaire et rapporteur du livret éducation de la France insoumise. Bonjour. Et enfin, Frédéric Coronéos, qui est également professeur des écoles depuis 23 ans, formateur au numérique depuis 8 ans dans le premier degré, et vous exercez aussi dans le 93 à Bobigny, Drancy, Duny, Le Bourget. Oui, bonjour. Voilà. Donc je suis entourée de personnes très expérimentées qui ont eu le temps de voir, de connaître notre école républicaine, notre école publique et son évolution. Alors, pour commencer et pour préparer cette émission, moi je vous ai demandé si l'école, à l'image de la société, était malade. Finalement, d'après vous, est-elle malade, cette école? Et si oui, pourquoi? Véronique Decker, peut-être pour commencer. Alors pour moi, l'école n'est pas malade. Elle souffre parce qu'on la met en souffrance. La maladie suppose quelque chose qui nous arrive un peu par inadvertance et contre laquelle après on prend des médicaments pour guérir. Là, ça n'est pas le cas. L'école est agressée, attaquée, elle est mise en souffrance par des décisions d'injustice sociale qui mettent en souffrance nos élèves et des décisions d'injustice sociale qui mettent en souffrance son fonctionnement. Donc, on ne peut pas parler de maladie parce que si 3 personnes avec des bâtons vous attaquent dans la rue et que vous arrivez à l'hôpital, vous ne dites pas « je suis malade », vous dites « j'ai été agressé ». Là, l'école est agressée. En vérité, donc, c'est-à-dire que l'école, elle est victime de son environnement social. Pas seulement. Ou le subit. Elle est victime de décisions politiques claires, conscientes. Par exemple, quand on décide de supprimer une grande part des fonds destinés au HLM, on sait
qu'on va envoyer à la rue des familles. On ne peut pas après pleurer que le 115 est submergé alors qu'une décision politique a été prise de supprimer des fonds destinés à la construction de HLM. Voilà, ça n'est pas quelque chose qui arrive comme ça, qui surprend et qu'on n'aurait pas pu prévoir. Non, ce sont des décisions. Quand en Seine-Saint-Denis, on construit des collèges de 700 élèves, on sait que ces collèges auront du mal à fonctionner. Parce qu'on sait que pour qu'un collège fonctionne bien, il faut qu'il y ait une petite unité à taille humaine. Il y a un choix de faire des écoles élémentaires à 18 classes, des collèges à 700 où les gens ne se connaissent pas, où la rotation des enseignants est telle que personne ne s'y installe. Forcément, on sait que des collèges de 300 élèves fonctionneraient mieux, mais coûteraient plus cher. Oui, en effet. Frédéric, sur cette même question, vous y répondriez comment ? Alors moi, je partage un peu l'avis de Véronique Decker, surtout sur l'idée que pour moi, l'école, elle n'est pas malade. En fait, elle subit plutôt des attaques, des pressions liées à 2 points, à mon sens. D'abord, ce qu'on appelle la performance, et la performance qui est recherchée un peu partout, y compris dans la société. Je développerai un petit peu ce point un peu plus tard, mais aussi sur la gestion des élèves. Alors, pourquoi la performance ? Parce qu'en fait, on laisse jamais le temps aux enseignants de pouvoir s'approprier leurs outils de travail, leurs programmes, la possibilité d'expérimenter avec les élèves, de se tromper. La gestion de l'erreur à l'école, elle est primordiale. Là, on est vraiment dans une politique qui consiste à dire on va vous donner des solutions miracles, il va falloir les mettre en application et surtout, vous ne sortez pas du cadre. Le problème, c'est que l'enseignement, ce n'est pas ça. Ensuite, quand je parle de contingent élèves, c'est aussi qu'on veut à tout prix mettre un adulte devant les enfants. Au détriment de quoi ? Au détriment de la qualité professionnelle. Et quand je dis qualité, c'est dans le premier sens du terme. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre n'importe qui devant des enfants pour enseigner. Alors certes, ça permettra peut-être à une partie de la population de se sentir rassurée quant à la gestion sécuritaire des enfants et de se dire je peux partir au travail, on me garde mon élève, mais l'école, elle n'a pas ce rôle-là. L'école, elle doit former des futurs citoyens. Et du coup, ça entraîne non pas une sensation de maladie, mais on va dire plutôt une sensation de malaise et de perte de repères, y compris de la part des enseignants. Et ce qui va venir un petit peu contrarier, attaquer l'image des enseignants vis-à-vis des parents, des familles et de la société. Donc vous dites que vous, les enseignants, n'enseignent plus, sont là parce qu'ils seraient mal formés, ou alors parce qu'ils sont recrutés trop rapidement Je dis que face à la pression, en fait, face à la pression sociétale et politique, de se dire qu'il faut qu'il y ait un enseignant dans chaque classe, on va avoir recours à des modes de recrutement qui ne sont pas forcément adaptés. Et ce n'est pas des enseignants. Et ce ne sont pas des enseignants, c'est ça. On met des adultes dans les classes, les parents croient qu'il s'agit d'un enseignant, puisqu'il est dans la classe et qu'il accueille les enfants. Mais le fait d'être un adulte qui a le bac, un adulte qui a le bac plus 3 ou le bac plus 5 ou le bac plus 12, ne fait pas de vous un enseignant. Pas plus que le fait d'avoir une maîtrise de philosophie ne fait de vous un charcutier. Voilà, c'est un métier qui nécessite des qualités et des savoirs professionnels que n'ont pas des gens qui ont été faire des études à l'université. Un master de biologie ne vous permet pas d'enseigner la lecture. Voilà, c'est une évidence, mais qui aujourd'hui est oubliée par le gouvernement. Tout à fait. D'ailleurs, c'est bien posé en ces termes-là, y compris dans la loi, puisqu'on va avoir recours à ce qu'on appelle des enseignants, du personnel, je vais dire, contractuel. À partir du moment où c'est contractualisé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vous demande sur une feuille de papier de faire tant d'heures et si possible d'enseigner tel type de matière. Mais est-ce qu'on en a les compétences ? Est-ce qu'on est outillé pour le faire ? Ça, c'est un vrai débat. Je crois effectivement que l'école paye aujourd'hui une politique d'austérité. Je rappelle que Nicolas Sarkozy avait supprimé 80 000 postes dans l'éducation nationale. Le gouvernement suivant avait promis 60 000 créations de postes et n'avait pas été tenu, alors que ça n'était déjà pas suffisant. Voilà, donc aujourd'hui, l'école, elle souffre de ce manque de moyens. Macron fait des annonces, des mesures d'annonce, dédouble
les CP en éducation prioritaire et décide de l'instruction obligatoire des enfants à partir de 3 ans. Mais ces mesures nécessiteraient la création de 5000 postes. Alors qu'aujourd'hui, il n'y aura que 2325 équivalents temps plein à la rentrée. 13 académies n'auront même aucun moyen supplémentaire à la rentrée. Au collège, il y aura 32 000 élèves supplémentaires et 2650 postes en moins. Donc l'école, elle doit faire aussi avec cette absence de moyens. Et aujourd'hui, c'est les élèves qui les subissent. Merci pour ces précisions chiffrées. Donc nous apprenons en fait ce que ne savent pas et ce que moi je découvre de jour en jour, ce que donc ne savent pas les parents, c'est qu'en vérité, ils ont un adulte mais pas un enseignant. Tout à fait. C'est ça, la position contractuelle ou la position de débutant, parce que même les titulaires débutants, ils ont passé un concours, ils l'ont eu, mais leur formation d'enseignant commence après le fait qu'on leur ait donné une classe. Alors que moi, par exemple, qui suis un des derniers produits de l'école normale, nous allions 3 ans à l'école normale et on ne nous confiait pas de classe à l'année pendant ces 3 années. C'est-à-dire, nous faisions des remplacements de 3 semaines. Ce qui veut dire que quand le jeune enseignant pataugeait, ce qui pouvait nous arriver, les enfants pataugeaient 3 semaines. Ensuite, ils retrouvaient leur enseignant titulaire. Et en général, l'enseignant titulaire arrivait à sauver quand même les meubles et le programme avec 3 semaines de moins. Aujourd'hui, on groupe ensemble 2 débutants qui fait que dans certaines classes, il y a pendant une semaine quelqu'un qui débute, puis pendant la semaine suivante quelqu'un d'autre qui débute, puis pendant une semaine quelqu'un qui débute, voilà, avec une alternance entre 2 personnes qui ne savent pas enseigner. Merci. Alors, donc là, ce n'est pas l'école, selon vous, qui est malade, mais la politique qui attaque véritablement l'école. Est-ce qu'il y a malgré tout un environnement qui a changé, puisque quand je disais que l'école pouvait être le reflet de la société, est-ce que dans les écoles, il y a aussi malgré tout une nouvelle, de nouveaux types d'élèves, où on le dit, bon voilà, ou alors eux aussi, ces élèves-là, sont les victimes de toute cette politique qui non seulement casse l'école, attaque l'école, mais attaque aussi la société et de fait que l'on retrouve dans les écoles. Est-ce que ou alors pour le dire plus simplement, les élèves sont-ils autres maintenant dans le nouvel environnement de société dans lequel nous sommes, qui pourrait expliquer qu'elle est malade de ses composantes, on va dire, l'école. Mais vous dites qu'elle n'est pas malade. Vous m'avez bien dit qu'elle était attaquée. Mais je fais exprès de me faire l'avocat du diable ou de ce qu'on peut entendre parfois dans les médias en disant « Oui, les jeunes, c'est plus ce qu'ils étaient avant, etc. » Ou on met tout sur le dos des jeunes, par exemple. Pour moi, les élèves sont les mêmes. Enfin, franchement, ceux qui pensent que dans les années 60, tout allait bien... Moi, je viens d'une banlieue de ville de province. Il y avait des bidonvilles, même à Paris. Il ne faut pas oublier qu'on a éradiqué les derniers bidonvilles dans les années 70. Les gamins des bidonvilles, ils étaient olé olé. Voilà, c'était... Bon, il y a un certain nombre de choses qui ont changé. La première, c'est que les cancres trouveraient du travail. Mon père disait, si tu bosses pas à l'école, tu iras chez Solvay. Et c'est vrai, Solvay embauchait. On pouvait rentrer chez Peugeot, on pouvait... La deuxième chose qui a changé, c'est que quand on rentrait au travail, on avait des CDI à temps plein, même avec très peu de qualifications. Avec des qualifications niveau CAP, on gagnait plus que le SMIC, puisque le SMIC était à l'époque réservé aux gens qui n'avaient pas le CAP. Aujourd'hui, on trouve des bacs plus 5 en stage à 400 € par mois. Donc, c'est pas... Les élèves n'ont pas changé. Voilà, c'est pas ça. Ce qui est certain, c'est qu'on a des élèves plus fatigués par les écrans qu'avant. C'est-à-dire la déconnexion entre le rythme circadien normal, réel, des adultes et des enfants, et le rythme de vie est aujourd'hui énorme. On a des enfants
qui jouent plusieurs heures par jour sur des tablettes ou des smartphones ou des voilà, et qui sont élevés dans un monde plus virtuel que ceux qui jouaient dans les flaques et qui faisaient des bêtises et qui grimpaient aux arbres et qui se couraient après. Voilà. Ça, il est certain que les enfants aujourd'hui sont couchés plus tard et ont moins d'activité dans le champ du réel. Il y a une déperdition de ça. Et aujourd'hui, on a des élèves qui présentent des troubles à l'école, des choses qui n'existaient pas il y a 20 ans ou 30 ans. Des enfants qui n'ont pas appris dans le cadre familial la relation à d'autres êtres humains. Alors, dans mes interventions dans certaines écoles, en tant que formateur numérique, c'est vrai que je constate un peu ce problème, le problème évoqué de la virtualité et puis de l'école 2.0, de la société 2.0 qui va très vite, puisqu'en fait, on est face à une génération de zappeurs. Et de zappeurs, mais isolés, seuls. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, y compris l'enseignant, on va lui demander d'un seul coup de mettre en place tel type de disposition. Je fais référence notamment, par exemple, au petit livre orange, mais je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir sur l'apprentissage de la lecture. Et puis, peut-être 6 mois après, on va se rendre compte que non, il va falloir passer à autre chose. Et pour les élèves, c'est la même chose. J'étais récemment dans une école élémentaire à essayer d'initier des élèves à ce qu'on appelle le codage informatique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les enfants ont très vite compris comment ça marchait. Donc, au bout de 3 minutes, c'était terminé. C'était moi voilà, je sais faire, je veux plus rien faire d'autre, voilà, ou alors je veux faire autre chose. Et il n'y a pas cette culture effectivement d'aller échanger avec un camarade qui a réussi à faire autre chose. Donc en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que finalement, on est tous victimes de cette recherche un petit peu de rentabilité du temps, de trouver un espace, un petit moment pour souffler. Quand on est parent et qu'on a fait 2 heures de transport en commun, qu'on rentre le soir chez soi, encore quand on a la chance d'avoir un chez soi, parce que parfois aussi, je parle notamment en Seine-Saint-Denis, pour côtoyer des enfants qui vivent, y compris dans des voitures, dans des hôtels sociaux ou autres, ça peut être compliqué pour certaines familles. Mais quand on a la chance de pouvoir se poser, je suis pas sûr que le parent, parfois, même s'il je pense pas que ce soit fait méchamment ou consciemment, il n'est pas disponible dans sa parentalité, et du coup les écrans vont venir donner cette bouffée d'air, mais ça va avoir un prix. Et le prix, c'est quoi ? Le prix, c'est que l'enfant, il va devoir se construire une représentation de ce qu'il voit et aussi de ce qu'on appelle la réalité. La réalité virtuelle, puisqu'on entend beaucoup ce mot-là en ce moment, on la retrouve dans les écoles. Et quand vous voyez cette vidéo terrible d'une enseignante assise, avec un élève qui vient avec un faux pistolet et qui lui braque ce pistolet sur la tête, moi je vais vous dire, c'est GTA, c'est Fortnite, on rigole. Et pourtant... je suis quelqu'un qui a fait partie d'équipes de e-sport, enfin, je connais le monde du jeu vidéo. On leur apprend pas ce recul. Et ça, c'est un réel problème. On n'est pas là pour le débattre sur les jeux vidéo, mais dans les apprentissages, c'est la même chose. Être capable de se dire, c'est pas grave, je me suis trompé. Je vais aller voir un camarade qui a réussi. On me laisse le temps d'échanger avec mon camarade. Je vais pouvoir gribouiller sur mon cahier de brouillon comme on l'a tous fait à une époque, parce que je vais chercher, sans que l'enseignant, ma maîtresse me dise, dépêche-toi, parce qu'après on a mathématiques, puis après on doit faire ci, puis après on doit faire ça. Finalement, que ce soit les parents, les enfants ou les enseignants, on court tous parce que les traits de la société sont comme ça. Voilà, en fait, donc d'une certaine manière, oui, l'école, pour revenir à mon histoire de reflet de la société, l'école finit par, sur cet aspect de précipitation, de course, de concurrence, d'aller le plus vite possible. L'école ressemble en ce sens, mime cette société, ces défauts de cette société. Et le problème, c'est que c'est contraire avec l'apprentissage. Je ne sais pas, vous êtes donc Béatrice Pina, enseignante en primaire. Justement, est-ce que vous constatez aussi cette précipitation ? Et à ce propos, et pour faire un lien avec la seconde partie, j'apprends par exemple de ce livre orange donné par Monsieur Blanquer, qui donne des consignes d'apprentissage de la lecture, si j'ai bien compris, de sorte que les enfants apprennent
à lire le plus vite possible. Là encore, on serait dans cette même dynamique. Est-ce que c'est un peu ça? Est-ce que je me trompe? La question qui se pose, c'est quel est le rôle de l'école et quel est le projet d'école et quel est le projet de société que cela reflète. L'école des savoirs fondamentaux de M. Blanquer, c'est le lire, écrire, compter, respecter autrui. Alors, si on recherche... en fait, Adam Smith, en 1776, dans De la richesse des nations, s'était posé la question à quoi sert l'école? Et il s'était dit, voilà, est-ce que finalement l'État doit financer l'école? Est-ce que c'est dans l'intérêt de la société? Sa réponse était oui, parce qu'il faut apprendre à tous les élèves, à tous les futurs travailleurs, à lire, écrire, compter et respecter la hiérarchie. Donc le fondateur du libéralisme économique avait finalement exactement les mêmes objectifs que M. Blanquer pour l'école. Donc ça interroge quand même idéologiquement sur le projet de M. Blanquer. Donc c'est un projet de société finalement qui cantonne l'école dans cet objectif de formater des individus qui vont être ensuite employables et adaptés au marché économique. Ce n'est pas du tout le projet de l'école que défend la France insoumise. La France insoumise défend une école de l'émancipation qui instruit, qui qualifie également dans l'objectif de former des consciences et d'éduquer à l'intérêt général, à l'intérêt individuel et collectif. Face à un peu ce deuxième temps de nos échanges, qui va zoomer sur les différentes réformes Blanquer, on va dire. Parce que dans les réformes Blanquer, il y a ce fameux dédoublement CP et CE1, dans les REP et REP+, simplement. Je crois que ça correspond à 7% des élèves de cette tranche d'âge. Il y a aussi la réforme du baccalauréat et du lycée, un baccalauréat en formation continue et le lycée modulaire. Le lycée professionnel, bon, j'en parlerai pas, il y a une émission spéciale, j'invite d'ailleurs tout le monde à l'écouter. Et cette loi pour l'école de la confiance, qui paraît très éclectique dans ses contenus, mais qui finalement, souhaite apporter, dixit les propos du ministre lui-même, des réponses aux problèmes de l'école qui seraient plus de justice sociale, avec cette ambition qu'a eu l'école de se démocratiser et du coup d'apporter de permettre à chacun de s'émanciper, de ses conditions socio-culturelles. Voilà. Donc ça, c'est un de ses piliers. Et le deuxième pilier, c'est la fameuse excellence. Alors, que pensez-vous de l'ensemble de ces réformes au regard de l'attaque contre l'école et aussi contre ses finalités qu'on vient d'évoquer? Peut-être Frédéric Coronéas, vous pouvez donner votre point de vue sur ces... Je sais que vous avez un peu combattu malgré tout certains points de cette réforme. Oui, alors en fait, c'est pas vraiment combattre, parce que je tenais moi en tout cas à asséner peut-être deux vérités, même si j'aime pas trop le faire. La première, il faut enlever l'idée que les enseignants sont opposés à toute idée de réforme. Déjà, c'est une chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est à partir du moment où on nous parle d'école de la confiance, il faut que cette confiance, elle soit mutuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poser, j'ai eu l'occasion de lire à plusieurs reprises l'intégralité du texte, on ne peut pas simplement poser des prérequis à l'enseignement, des prérequis institutionnels, des organisations, mais en n'étant pas précis, y compris juridiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour que les auditeurs puissent le comprendre, c'est que le texte de loi est suffisamment flou pour appeler différentes interprétations et peut-être justement ne pas aller dans le sens premier qui est de former de jeunes citoyens et de favoriser l'éducation dans notre beau pays. Et du coup, c'est vrai que lorsqu'on lit tout simplement l'article 1er, on peut déjà s'interroger sur cette notion d'exemplarité. Lorsqu'on parle de ce qu'on appelle les PIAL, les pôles d'inclusion
qui permettent de mutualiser en fait les personnels spécialisés qui vont aider et encadrer des enfants en situation de handicap. On peut s'interroger aussi sur la prise en compte du profil de chaque enfant. Donc finalement, j'ai presque envie de dire qu'au vu des attaques ou de la maladie, comme on essaie de le qualifier au départ de l'émission, c'est pas nous rendre service que d'avoir un texte qui ne précise pas concrètement et juridiquement ce qu'on attend de l'enseignement. Et en plus, je pense qu'on fait fausse route. Si on met en idée première, un peu ce que disait tout à l'heure Béatrice, l'idée qu'on va devoir répondre à des besoins sociétaux, et on va vouloir faire rentrer les réalités économiques dans l'école. Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment le sens de la réforme attendue par les enseignants. Les enseignants, ils attendent quoi ? Ils attendent des moyens, ils attendent la possibilité d'accueillir convenablement tous les enfants, et peu importe leur situation sociale, politique, humaine. Ils attendent quoi ? Ils attendent aussi un soutien de la hiérarchie et une vraie formation. Merci. Vous parlez de ce qu'attendent les enseignants. Et d'après vous, qu'est-ce qu'attend la société en général par rapport à cette école dont on a tous en mémoire comme une image d'Épinal. Je pense qu'on a en mémoire une image d'Épinal de l'école. On ne connaît l'école que de l'expérience qu'on en a eue. D'une part. D'autre part, puisque vous expliquiez, par exemple, vous qui êtes institutrice depuis un certain temps, Véronique Decker, que les élèves n'ont pas tant changé que ça, si ce n'est les conditions sociales et si ce n'est aussi les débouchés économiques, y compris pour les cancres d'hier qui n'en ont plus aujourd'hui. Donc on voit bien que si on recontextualise pas, remet pas dans son contexte l'école, on arrive avec beaucoup de clichés sur l'école. Voilà. Donc, est-ce que c'est justement ces réformes telles qu'elles sont mises en œuvre permettent-elles de répondre à la casse qu'on évoquait au début de l'école, ou au contraire, qu'apporte-t-elle ou apporte-t-elle quelque chose qui vous semble correspondre avec ce à quoi les parents pourraient s'attendre de l'école, hein. L'idée étant de qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que la société attend de l'école, pas qu'est-ce que le gouvernement attend de l'école, qu'est-ce que la société, d'après vous, attend de l'école. Alors, je pense que c'est important de parler de l'idée qu'on se fait de l'école à partir de l'expérience qu'on en a eue. Parce que du coup, il faut se rappeler que Emmanuel Macron n'a jamais mis un pied dans l'école publique et Jean-Michel Blanquer non plus. Donc, on est dirigé par des gens qui sont les produits des écoles privées sélectives. Et du coup, pour moi, un des premiers axes de la loi Blanquer, c'est l'appui à l'école privée. Là, on voit à quel point le fait de rendre la maternelle obligatoire, alors que 97% des gamins y allaient déjà, n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse aurait été de construire en Guyane et à Mayotte les centaines d'écoles qui manquent, qui pourraient permettre de scolariser tous les enfants de ces départements. Hein. Parce que les 3% qui manquent sont, à l'heure actuelle, essentiellement chez eux. Donc, par contre, en la rendant obligatoire, le gouvernement oblige les municipalités à payer pour les maternelles privées. Alors qu'auparavant, comme la maternelle n'était pas obligatoire, les municipalités n'étaient pas obligées. Mais alors, comment vont faire ces municipalités ? Alors que les municipales sont l'année prochaine, elles ne vont pas augmenter les impôts locaux. Donc, où vont-elles prendre l'argent des rémunérations des ATSEM et du matériel ? Eh bien, elles vont le prendre dans les maternelles publiques. Elles vont répartir les postes. Donc, les taux d'encadrement, le matériel fourni au matériel public va diminuer à la rentrée. Mais ça n'est pas dit. Si vous voulez, cette école de la confiance, ce qui est extraordinaire, c'est la capacité qu'a ce gouvernement à prendre des mots et à leur faire dire l'inverse. Oui, ça, on est très Cette habitué. école de la confiance, en fait, est
et une dégradation organisée de la qualité des écoles maternelles. La deuxième chose, c'est toutes ces affaires de regroupement sous la direction d'un collège, tout ça. L'objectif, c'est des économies d'échelle. Parce que quand on nous dit ça va favoriser la liaison, ça sera moins traumatique pour les enfants des CM2 d'aller au collège. Mais à ce moment-là, c'est pas traumatique pour les enfants des CE2 de réaliser qu'ils vont au collège l'année d'après. Tout ça, c'est une manière d'entourlouper les gens. Donc du coup, ce qui est difficile, c'est d'avoir confiance dans un gouvernement qui fait voter des textes qui sont à la fois confus, flous, interprétables, et qui ensuite laisse des députés nous mettre un petit amendement par-ci, un petit amendement par-là, qui lui fait effondrer un pan entier de ce sur quoi on fonctionne. Le troisième aspect de la loi Blanquer, c'est la caporalisation, parce que l'intérêt des CPA 12, les CPA 12 apportent beaucoup aux élèves. Hein. Je ne vous le cache pas, moi j'ai passé ma vie à être syndiquée et à crier, j'ai commencé à 35 élèves par classe. Hein. Passé ma vie à crier qu'il fallait 25 élèves par classe, puis 20 élèves par classe, voilà. Et à l'époque, on nous disait « Ah mais non, mais vous savez, c'est une question de qualité professionnelle, c'est pas le nombre d'enfants qui pose problème. » Là, quand même, on voit, CPA 12, c'est mieux. Mais qu'est-ce qui est accolé au CPA 12 ? Une caporalisation jamais vue. Les collègues des CPA 12 sont sans cesse contrôlées, envoyées en stage. Elles ont des évaluations à faire passer. Ceux qui ne les font pas passer sont sanctionnés, menacés. Et on fait passer aux enfants des évaluations sur le non-enseigné. Et ça, c'est une grande nouveauté. On évalue des enfants sur des choses que le programme n'a pas à enseigner. Et ça, c'est extrêmement, pour des enfants de 6 ans qui ont quand même une certaine fragilité personnelle, c'est extrêmement anxiogène. Donc, on les met dans une situation de stress de réussite avant même qu'ils démarrent l'école élémentaire. Ensuite, la dernière chose de la réforme, c'est cette dégradation constante de la qualité de la formation des enseignants. Je le redis, aujourd'hui, le temps de formation des enseignants, il est d'une demi-année scolaire, parce que le M1 est destiné à préparer le concours et non pas à apprendre le métier. Ensuite, ils sont à mi-temps sur une classe, puis ils ont donc une demi-année de formation. Alors, si on compare avec les chirurgiens, personne n'aimerait arriver dans un hôpital où on explique « Excusez-moi, le chirurgien a été remplacé par un contractuel. Alors, il a fait un peu de plomberie, hein, il s'y connaît en tuyauterie, soyez pas anxieux. Hein, et il y aura un conseiller pédagogique qui viendra le voir pendant l'opération pour le guider. Vous voyez bien que personne n'aurait envie de ça. On exige que les chirurgiens qui s'occupent du corps des humains aient 7 ans de formation. Alors, quel est le temps de formation des vétérinaires ? Les vétérinaires, ils ont 5 ans de formation. Quel est le temps de formation d'un boucher ? On ne peut pas ouvrir une boucherie si on n'a pas un brevet professionnel de boucher. 2 ans de formation. Ce qui veut dire que pour s'occuper d'animaux morts, on exige que les gens aient une formation de 2 ans, alors que pour s'occuper de nos enfants vivants, on les laisse avoir une formation de 6 mois. Il y a quand même un moment où on a dû se mettre à marcher sur la tête sans s'en rendre compte. Hein. Vraiment merci, parce que au fur et à mesure où vous parlez, les uns et les autres, moi-même, et pourtant je suis au fait, non seulement au fait des lois et de l'actualité politique, mais j'ai du mal à croire, enfin je veux dire, on a du mal à envisager, à apprécier que la métier, c'est un métier, et qu'en tuant la formation,
qu'enseigner, c'est un véritable métier. C'est en effet toute une série de connaissances théoriques, pédagogiques, pratiques qu'ont eu nos instituteurs, qu'ont eu nos enseignants et qu'ils n'ont plus. Comment le savoir quand on dépose son enfant à l'école? Franchement, on s'en rend pas compte. Et ça s'est accéléré, d'après vous, Béatrice Pinas, cette dévalorisation du métier? Oui, tout à fait. Et je pense que ce gouvernement, par intermédiaire de M. Blanquer, fait en sorte qu'on ne voit plus les enseignants que comme des exécutants. Ce ne sont plus que des exécutants. Les enseignants ont un bac plus 5. Malgré tout, ce sont des personnes qui sont en mesure de créer des évaluations, d'adapter leur enseignement aux besoins de leurs élèves. Et là, en fait, on cherche à faire croire qu'en publiant un guide orange, des recettes toutes faites, on arrivera à enseigner. Finalement, enseigner, c'est simplement appliquer des recettes miracles. S'il y avait des recettes miracles, ça fait bien longtemps qu'on aurait mis fin à l'échec scolaire. Donc, finalement, c'est avant tout de la communication. Ces évaluations, Monsieur Blanquer, au début de l'année, a dit « Les résultats sont catastrophiques en français et en mathématiques ». 6 mois après, il nous dit « Les élèves ont progressé ». Heureusement qu'ils ont progressé, puisque en 6 mois, ils ont appris à lire. Donc oui, ils ont progressé. Donc ça s'appelle faire de la communication. Et finalement, ces évaluations étaient simplement un appui pour justifier de la politique de M. Blanquer et de la mise au pas des enseignants. Finalement, un enseignant qui n'a pas accepté de faire passer ces évaluations, qui n'accepte pas de mettre en avant toutes ces recettes miracles, serait un mauvais enseignant. Voilà, c'est ce que M. Blanquer cherche aujourd'hui à faire passer. C'est effectivement contre des enseignants, mais également contre les parents, puisque les parents sont fortement mobilisés depuis quelques mois contre la loi Blanquer, et des inspections académiques, des recteurs se permettent de convoquer des parents d'élèves qui organisent des réunions contre la loi à Lyon actuellement. Dans l'académie de Créteil, ce sont des enseignants qui ont reçu une mise en garde d'inspecteurs en leur disant « Si les parents d'élèves de votre école occupent le bureau du directeur, vous en serez responsable, vous serez sanctionné ». Donc on cherche à mettre une pression très importante sur les enseignants, mais également sur les parents d'élèves. Alors je crois que c'est quand même une première dans l'éducation nationale. Inédit, oui. Voilà, inédit, tout à fait. oui. Pour faire taire toute opposition au projet de M. Blanquer. Et ce projet, c'est aussi instituer une école à 2 vitesses. Ça me semble réellement important, à travers la loi Blanquer, mais également à travers la réforme du lycée et du baccalauréat. Un exemple, simplement, on en a peu entendu parler jusque-là, puisque tout le monde parlait beaucoup des établissements publics locaux qui vont mutualiser les écoles primaires et les collèges. Alors, ils sont revenus dessus au Sénat, on va voir ce qui va se passer par la suite. Mais il y a également ces établissements publics locaux d'enseignement international. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est le modèle d'une école, de l'école européenne de Strasbourg. La Commission européenne et le Parlement européen financent 6 500 € par an par élève au primaire et 9 600 € par an par élève au collège et au lycée, pour financer une pédagogie, des programmes européens très exigeants, une formation très importante et très poussée des enseignants. Alors là, on aura un enseignement d'excellence dans ces écoles publiques d'enseignement international. Très bien. Sauf que ces écoles, où est-ce qu'elles vont être installées ? On nous parle de Lille, de Marseille, de Lyon, de Courbevoie, car à Courbevoie, il y aura un transfert de l'autorité bancaire européenne à la Défense. Donc, pour qui est-ce qu'on crée ces écoles ? On ne va pas les créer à Créteil, on ne va pas les créer à Bobigny. On va créer des écoles qui auront beaucoup de moyens, qui seront financées par des dons et des legs, mais ce ne sera pas l'école, évidemment, populaire, ce ne sera pas l'école du peuple. Mais de toute façon, l'idée même de créer 2 types d'écoles, je veux dire, c'est quand même particulier. Enfin, on est quand même dans la République ou plus ? Alors, c'était le cas avant 1946. Il faut savoir que le fait d'avoir une école primaire unique est une invention relativement récente. Quand les gens vous parlent des hussards noirs, de la République et tout ça, il faut savoir que à l'époque,
les gens des villes les gens riches des villes mettaient leurs enfants dans ce qui s'appelait le petit lycée et que les élèves faisaient le parcours à partir de l'école primaire déjà dans le lycée et qu'ils commençaient le latin dès la 6e, alors que les enfants des milieux populaires allaient à la communale. Et eux, ils allaient jusqu'au certificat d'études, donc à l'âge de la fin de 5e, et n'ayant pas fait de latin, ne pouvaient pas intégrer. Ensuite, ils pouvaient aller seulement aux cours complémentaires qui correspondaient à une 4e et une 3e. Et à l'issue du cours complémentaire, passer les concours de receveur des postes, d'inspecteur des impôts ou d'instituteur. Voilà. Donc, ce qu'on nous propose, ce sont des scolarités étanches. C'est ça, l'école européenne. C'est-à-dire, on va faire des établissements étanches qui vont être ouverts seulement à un certain public, déjà qui sait que ce type d'école existe, qui amène des enfants ayant les niveaux 2. Et l'argent public va payer ces établissements étanches. Nous devons avoir l'exigence que l'argent public ne paye que des établissements ouverts à tout le monde. Voilà. On va commencer par une première revendication. L'école publique, c'est l'école qui est ouverte à tous les enfants et tous les établissements publics doivent être ouverts à tous les enfants. Là, on voit avec Parcoursup comment, aujourd'hui, il faut calculer un projet très longtemps à l'avance pour avoir la bonne filière au bon moment dans Parcoursup. Il fut une époque où toute personne s'inscrivant à l'université y était inscrite et pouvait faire le parcours de son choix. Là, on a une intelligence artificielle inclus dans Parcoursup qui masque qu'il y a des choix qui sont des choix sociaux qui sont faits sur les poursuites d'études. Voilà, on vous dit, c'est Parcoursup qui a choisi. Non, ce sont les algorithmes de Parcoursup. Et les algorithmes de Parcoursup, ils sont le résultat de choix politiques. Voilà, on a décidé qu'il n'y aurait que 200 places dans telle école. On pourrait très bien décider qu'il y en ait 400 en construisant des salles et en embauchant des profs. Ce sont des choix. D'ailleurs, si je peux me permettre de compléter, Véronique, si vous le permettez, c'est dans le cas des établissements internationaux, comme le précisait Béatrice, il me semble, peut-être à vérifier quand même, mais il me semble qu'il y a eu une proposition d'amendement qui a été refusée sur le fait de pouvoir avoir un contingent de places réservé à certains élèves issus de ce qu'on appelle les milieux populaires. Et ça veut bien dire certaines choses. C'est-à-dire que même à l'époque où Sciences Po ou les grandes écoles avaient tenté d'amener quand même ce contingent de places et cette possibilité réservée à certains élèves de milieux dits défavorisés ou populaires de pouvoir avoir accès aux écoles, là, c'est clairement verrouillé. Et moi, avec mon parcours de juriste, je suis en train de me demander si finalement on ne nous demande pas d'avoir une obligation de résultat. C'est-à-dire que il va falloir que tous les enfants puissent se déterminer dès la fin du CM2 sur un métier, sur une voie professionnelle, alors qu'en fait, nous, on réclame des moyens, une obligation de moyens. C'est-à-dire que donnez-nous les moyens et nous, enseignants, nous allons faire un maximum pour former des enfants à la citoyenneté, à la culture. Et là, c'est pas ce qu'on nous demande. Effectivement, cette notion d'algorithme, je la connais très bien, Véronique. On y met des choix de vie, des choix politiques, des choix moraux, presque philosophiques. Quand on voit dans l'actualité ce qui vient de se passer sur Parcoursup, avec des choix qui ont été validés puis invalidés, où on recontacte individuellement des familles pour leur dire, bah non, finalement, le vœu, il ne peut pas être valide. Mais il ne peut pas être valide, pourquoi ? Pourquoi il ne peut pas être valide ? Si vraiment on s'intéresse à la formation du citoyen et à une valorisation des parcours éducatifs, il faut que tout soit ouvert et tout soit clair. Or, là, on est vraiment dans de l'obscurantisme qui s'installe avec des passe-droits et des filières vraiment orientées et dédiées. Et c'est le cas surtout
c'est-à-dire c'est la même chose pour les places dans les classes pour enfants handicapés, c'est la même chose pour l'obtention d'une AVS, c'est la même chose pour une place dans une classe pour un enfant nouvellement accueilli en France qui doit apprendre la langue française. On vous dit, ce n'est pas possible, il n'y a plus de place. Comme si ces places arrivaient magiquement. Il n'y a plus de place parce qu'ils ont décidé qu'il n'y aurait plus de place. Je veux dire que rien n'empêche d'ouvrir une classe d'accueil pour non-francophones, d'ouvrir une nouvelle classe d'inclusion scolaire. Et cette réponse qui dit la MDPH n'a plus de place, le dossier ne sera traité que dans 14 mois. Et qui fait qu'on se retrouve dans des écoles avec des enfants qui ne peuvent pas trouver leur place seuls à l'école et qui vont arriver à faire dysfonctionner complètement une classe pendant une année scolaire. Et on attend une auxiliaire de vie scolaire pendant 14 mois. Ouais. Rapidement sur effectivement le problème des AESH, des accompagnants des élèves en situation de handicap, la loi Blanquer va considérablement aggraver la situation de ces élèves en mutualisant ces accompagnants. C'est-à-dire qu'il y aura un accompagnant pour 4 élèves en primaire et un accompagnant pour 4 à 5 élèves dans le second degré. Donc en fait, encore une fois, il y a la communication, hein, on va s'adapter aux besoins des enfants, etc. Mais derrière, c'est une politique d'austérité. À travers le mot mutualisation, c'est de l'austérité. On cherche à faire des économies sur le dos de nos élèves et des élèves en situation de handicap en particulier. Moi, ce que je vois, c'est que la communication de ce gouvernement est si bonne, et de ce gouvernement et des précédents, qu'ils mettent la responsabilité à côté. Sur le jeune, sur les familles. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a un nouvel amendement qui a été voté concernant l'absentéisme des élèves. Si les élèves sont absents, eh bien, les parents se verront, trop souvent absents, les parents se verront retirer leur allocation familiale. Donc voilà, cette direction. Bon, on comprend mieux quel est le poids du politique et qui ne comprend pas quand on lui dit qu'il y a besoin de plus de moyens humains mieux formés. Il nous répète sans cesse, ça n'est pas une question de moyens. Ils nous sortent leurs chiffres en disant le coût par élève a augmenté depuis les années je ne sais quoi. Enfin, je me fais franchement volontairement l'avocat du diable pour que vous puissiez à la fois rebondir là-dessus, mais je m'aperçois qu'en vérité, c'est des moyens de qualité que l'on veut. Enfin, c'est pas simplement des moyens des professeurs, c'est cette qualité que l'on exige, c'est ce nombre de classes avec des effectifs plus petits qu'on le réclame. Si vous deviez être, vous, ministre de l'Éducation nationale, pour répondre à l'ambition d'une école qui apprendrait évidemment les savoirs fondamentaux, mais qui aussi formerait des citoyens et qui aussi aurait comme troisième ambition, on va dire, l'émancipation de tous les enfants. Que feriez-vous en priorité ? Vaste question, mais qui appelle à une réponse, je pense, qui va être unitaire, à savoir, d'abord, tout à revaloriser l'image, mais pas seulement le statut des enseignants. Et ça veut dire quoi ? Ça passe par, à partir du moment où on demande aux candidats qu'ils soient devenir enseignants, d'avoir un bac plus 5, d'avoir aussi diverses expériences, qu'elles soient professionnelles ou universitaires ou autres, qu'il y ait une vraie reconnaissance salariale. On ne peut pas laisser vivre un enseignant qui démarre avec 1400 euros, 1300 euros et lui demander de faire 43 heures par semaine. On ne peut pas demander non plus à un enseignant qui démarre et qui est mal formé de gérer un enfant qui est dyspraxique, dyslexique,
ou autres, sans qu'ils puissent faire appel à des infirmières scolaires, à de la médecine scolaire, à des psychologues scolaires, sans qu'ils puissent avoir un lien avec des orthophonistes, des orthodontistes. Enfin, je ne vais pas développer la médecine scolaire, mais il y a une vraie attaque de la médecine scolaire depuis quelques années, et on ne pourra pas demander à l'école de prendre en compte les plaies de la société, les blessures, les difficultés sociales, si on n'a pas en face de vrais professionnels qualifiés, valorisés et suivis par leur hiérarchie. Donc moi, j'en appelle vraiment à une revalorisation salariale et statutaire du métier d'enseignant pour que finalement, chaque parent sache qu'en face de lui, la personne qui gère son enfant en classe, c'est quelqu'un qui est formé, c'est quelqu'un qui a des compétences et qui est reconnu en tant que professionnel. Je ne dis pas actuellement qu'il n'y a pas de professionnel, je dis simplement que face à la multiplicité des statuts et à l'urgence de mettre quelqu'un devant les enfants, on peut se retrouver devant des gens de bonne foi mais qui ne sont pas armés. Mais vraiment pas armés et qui ne sont absolument pas reconnus en tant que professionnels. Effectivement, depuis 2010, les enseignants perdent 1 mois de traitement par an. Depuis le début des années 80, ils ont perdu 40% de leur pouvoir d'achat. Voilà, c'est énorme. L'année dernière, j'ai rencontré le cabinet de M. Blanquer et je leur disais, mais vous voyez, on a besoin de plus d'enseignants. Il me disait, on me répondait, oui, mais si on augmente le nombre de postes au CRPE, le problème, c'est que personne ne veut venir. Vous voyez bien qu'il y a plus... Alors, le concours de professeurs des écoles. On me disait... vous voyez que le nombre d'admis, le nombre d'admissibles, ceux qui ont réussi la première partie des épreuves, est déjà inférieur au nombre de postes offerts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de candidats. Et je leur demandais, mais pourquoi il n'y a pas assez de candidats ? Pourquoi les gens ne veulent pas devenir professeurs des écoles ? À cause des conditions de travail et à cause du salaire également. Donc ça, c'est quand même la priorité, permettre aux professeurs des écoles et aux enseignants également du second degré d'avoir des conditions de vie correctes, d'avoir un salaire qui suit quand même leur à partir de là. À partir du moment où on a recruté suffisamment d'enseignants, on peut baisser raisonnablement le nombre d'élèves par classe. Voilà. Mais la première chose à faire, c'est recruter des enseignants pour ensuite permettre des conditions d'études de nos élèves correctes. Et là, on fait les choses à l'envers, en fait, avec ce gouvernement. Véronique Decker, j'aimerais vous relancer, en même temps dans cette perspective de futur, sur cette formation des enseignants. Ils sont quand même actuellement, pour certains, recrutés, comme on dit, à Bac+5. Bac+5, sont-ils assez formés ? Alors, vous pouvez nous expliquer? Non, mais c'est pas une formation d'enseignants. Ils sont formés, mais ils ne sont pas formés au métier d'enseignant. Il faut vraiment comprendre ça. Le fait d'avoir un Bac+5 en anglais atteste que vous parlez bien l'anglais, que vous le lisez, que vous avez lu des auteurs en anglais. Ça ne vous permet pas d'enseigner les compléments à 10 chez l'enfant de 5 à 6 ans. Vous ne savez pas quelles sont les possibilités d'apprentissage de l'enfant de 5 à 6 ans. Voilà. Ce qui ne va pas, c'est qu'on dise, puisque quelqu'un a un Bac+5, il est capable de faire tous les métiers. Non. Quelqu'un qui a un Bac+5 en histoire-géo, il ne peut pas faire charcutier. Il ne sait ni découper un porc, ni le cuisiner. Et je ne suis pas sûre, même sur une tête de veau roulée, je ne suis pas sûre qu'il ait la compétence de la tête de veau roulée, sauce gribiche. Voilà, il faut arrêter de faire croire que l'enseignement universitaire permet d'accéder à tout. Parce que l'entourloupe est là. C'est, puisque vous avez été capable de rédiger un mémoire, d'écouter des cours, vous pouvez vous saisir de ressources Internet qui vont vous permettre de tout apprendre et de tout savoir faire tout seul. Or, ça n'est pas vrai. Donc moi, je veux revenir sur plusieurs choses. La première, c'est cette question du salaire. Je vous rappelle que le salaire des débutants ne permet pas de louer un studio en région parisienne, puisqu'il faut qu'on gagne 4 fois le montant du loyer pour louer. Or, 1 300 €, si vous le divisez par 4, ça supposerait qu'il y ait des studios à 350 € en région parisienne. Or, ça doit exister, mais dans le Limousin. Voyez ?
et certainement pas en région parisienne. Donc, le premier obstacle, c'est que il faut que le salaire de départ permette à l'enseignant de se loger. Alors, comment faisait-on avant ? Eh bien, c'était très simple. Les enseignants les instituteurs avaient un droit au logement. Donc, on pouvait exiger des municipalités qui nous accueillaient soit un logement de fonction, soit un logement HLM. Et la municipalité n'avait que 3 mois pour nous satisfaire. Et en général, ils le faisaient à moins. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que qu'est-ce qui faisait qu'on ne peinait pas à recruter des enseignants ? Puisque moi, quand j'ai passé le concours de l'école normale à Livry-Gargan en 1982, on était plusieurs milliers à postuler. Eh bien, c'est que nos études étaient rémunérées. C'est-à-dire, on recrutait les gens au niveau du bac et on rémunérait leurs études. Donc, en rémunérant leurs études, évidemment, toute une série de jeunes qui n'avaient pas les moyens de faire des études se faisaient payer un bac plus 3 par l'État. Et en échange, on devait rester 10 ans instit en Seine-Saint-Denis. Bon. La troisième action, c'est que j'ai oublié de parler de ça sur les classes de 12, mais il ne faut pas oublier que dans beaucoup d'écoles, en fait, il y a désormais 2 instits par classe. C'est-à-dire que moi, avant les classes de 12, on mettait toujours les CP à 20, puisque je suis quand même dans une zone REP+, de Seine-Saint-Denis. Et ça sera la première année l'an prochain que les CP seront 28 dans la classe. Alors certes, avec 2 instits, mais en termes de bruit, d'agitation, de difficulté de concentration et tout ça, ils seront à 28 dans les classes. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'objectif des classes à 12, c'est la caporalisation qui est aujourd'hui extrême, mais que ça n'est pas, dans beaucoup d'écoles, 12 élèves dans une salle de classe. Ces 2 instits qui parfois ne se connaissent pas, n'ont rien en commun et ne se découvrent que 2 ou 3 jours avant la rentrée et qui vont être amenés à travailler ensemble. Alors des fois, ça se passe merveilleusement bien et il ne faut pas oublier que des fois, ça se passe merveilleusement mal. Hein, et que ça, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui des classes à 12 où les choses ne fonctionnent pas bien du tout. Tout à fait, Véronique, si je peux me permettre une remarque sur ce que vous venez de développer. Ça veut dire que finalement, ces réformes ou ces textes mettent en difficulté non seulement les enseignants, les parents, mais aussi, même si c'est peut-être pas le lieu d'en débattre aujourd'hui, les municipalités, les collectivités territoriales qui se retrouvent à faire des choix. Donc finalement, si on s'interroge, pour conclure, sur la pertinence ou non de cette réforme, je crois que la réponse, elle est claire. Le cadrage est trop flou, les moyens ne sont pas correctement mis en avant ou suffisamment mis en avant, le statut des enseignants n'est pas reconnu, et finalement, on conceptualise l'éducation sans y mettre de réelles intentions. Et ça, c'est vraiment embêtant. Et puis, il faudrait cesser de faire des réformes contre les parents, contre les lycéens, oui. Contre les enseignants, en fait, et contre les acteurs de terrain. On n'en serait pas là. En fait, ça fait une trentaine d'années que les réformes... Moi, j'ai connu l'époque où les réformes amélioraient les choses. Donc, les réformes avaient le soutien des enseignants, puisque les réformes... si on regarde au XXe siècle, elles ont fait passer de l'école réservée aux garçons à l'école ouverte aux filles, de l'école jusqu'à 12 ans à l'école jusqu'à 14 ans, puis jusqu'à 16 ans, puis jusqu'au bac pour tous. Et puis, on a eu les zones d'éducation prioritaire pour les quartiers en difficulté, avec des primes pour les enseignants, mais aussi énormément d'argent pour faire mieux fonctionner les écoles. Par exemple, c'est quelque chose qu'on ne dit plus, c'est qu'aujourd'hui, dans un REP+, il y a toujours des primes pour les enseignants, exactement comme à l'époque des ZEP d'Alain Savary, mais il n'y a plus rien pour les élèves. Il n'y a pas un centime pour la bibliothèque, il n'y a pas un centime, il n'y a plus du tout d'argent destiné au projet des écoles et au fonctionnement des écoles. Donc, les réseaux d'éducation
les réseaux d'aide qui avaient été affectés dans ces écoles. Moi, j'ai eu à une époque un réseau d'aide à temps plein. Il y avait une psychologue qui travaillait entre la maternelle et l'élémentaire. Il y avait une enseignante rééducatrice pour aider les enfants en difficulté de 5 à 8 ans. Et j'en avais une autre pour les plus grands. Et puis, il y avait encore un enseignant spécialisé sur les troubles du comportement. Hein. Donc ça faisait un réseau d'aide et ça faisait 4 personnes. Et puis, la psychologue scolaire a été partagée avec une autre école de la ville. Puis, en fait, avec un autre groupe scolaire de la ville. Puis, une nouvelle école s'est construite. Et donc, non seulement elle l'a partagée, alors notre groupe scolaire qui fait quand même plus de 500 élèves, l'autre groupe scolaire qui fait 600, plus cette école qui fait à elle toute seule 250 élèves. Voilà. Et on n'a plus le deuxième enseignant rééducateur. Donc, on est passé d'un réseau de 4 personnes à un réseau de 3. Et de ce réseau de 3 qui ne s'occupait que d'une école à ce réseau de 3 qui s'occupe de 3 groupes scolaires. Voilà. Donc, c'est ça qui n'est pas dit, qui n'est pas écrit. De la même manière que quand je raconte à mes enfants aujourd'hui combien je dépensais pour mon loyer à l'époque où j'ai commencé à travailler. Je dépensais 18% de ma paye pour mon loyer. Alors, prenez un enseignant débutant, 1 300 €, et trouvez-lui un F3 avec 18% de sa paye. Voilà, moi j'avais un F3, j'avais déjà un enfant et j'ai passé le concours de l'école normale. Très tard, hein, j'étais la plus vieille de ma promotion, j'avais 26 ans, donc à l'époque les autres avaient 18 ans. Hein, et j'avais un F3 pour 18% de ma paye. Donc, ce qui ne va pas, c'est que le pouvoir d'achat des salaires a été aussi effondré par l'augmentation du prix du logement. Et la deuxième chose que je voulais dire, parce que du coup j'ai étudié ma fiche de paye, c'est qu'aujourd'hui, les prélèvements CSG, RDS, et je remercie les gouvernements socialistes qui l'ont inventé, ont fait doubler mes impôts sur le revenu. Grâce au prélèvement à la source, j'ai le CSG, la RDS et mon impôt sur le revenu sur la même fiche de paye. Du coup, ça m'a frappé. Lorsque j'ai commencé ma carrière, il n'existait ni CSG ni RDS. Je n'avais que l'impôt sur le revenu. Et par ailleurs, les impôts locaux étaient bien moins chers qu'après la décentralisation où on s'est mis à payer des conseils régionaux, des conseils départementaux de plus en plus coûteux. Donc, le niveau d'imposition qui pèse sur les salaires est énorme. Nos salaires sont bloqués depuis des années. La formation est pitoyable. Et pour autant, la génération qui est actuellement à l'école va être la génération qui devra faire face aux problématiques de la fin de l'Anthropocène. Et donc, nous devons non pas créer des gens qui vont obéir à un petit livre orange, hein, mais on doit vraiment créer des élèves qui vont être actifs, créatifs, inventifs, capables d'imaginer des solutions à la survie de l'espèce. C'est ça l'enjeu. J'espère ne pas vous avoir cassé le moral. On n'est pas là, justement, on est là pour ouvrir des perspectives. Donc, j'ai bien compris, si on était ministre de l'Éducation nationale, il faudrait réaffirmer la finalité de l'école de former des citoyens Éclairés. Et quand on parle de démocratiser, ce qu'on veut dire par là, c'est-à-dire de permettre à, quelle que soit l'origine sociale, socio-culturelle, l'origine socio-culturelle de ses parents, cette même possibilité d'accéder à cette citoyenneté de façon éclairée et créative. Évidemment, à l'intérieur de ce paquet, on a savoir lire, écrire, compter, ça c'est le minima. Et
s'il y a des difficultés à aller dans ce sens, si je comprends bien, c'est parce qu'on a cassé l'école. On l'a matraquée, on l'a fait souffrir. D'une part, avec ses enseignants peu valorisés, mal formés, en sous-nombre parfois, si bien que les effectifs des classes sont trop surchargés. Des classes qui, par ailleurs, avec des jeunes, je fais une synthèse de ce que vous m'avez dit pour clore cette émission. Des jeunes qui, par ailleurs, sont mis aussi en souffrance de par leur environnement, de l'environnement social. Précarité des parents, anxiogène, enfin bref, quoi. Si bien que ce ne sont pas des conditions favorables à l'apprentissage. Donc ça, c'est la souffrance. La loi Blanquer, par X moyens, ces écoles du socle, cette formation à la va-vite, ne permet absolument pas de résoudre les problèmes de cette souffrance qu'on a diagnostiquée, si ce n'est de taper un peu plus dessus. Elle aggrave. D'aggraver. Voilà. Et quand on demande des moyens, donc on comprend bien que demander des moyens, ça n'est pas qu'un caprice, parce qu'on a fini depuis une vingtaine d'années à nous dire vous demandez toujours plus, vous demandez plus de moyens, et alors on n'a pas eu plus de moyens, on a eu des mauvais moyens. Voilà. Pas de construction de classe, etc. Enfin, on ne va pas refaire le débat, un peu tout ça. Donc ce serait simple en vérité d'être ministre de l'Éducation nationale. Non, ce serait pas simple, mais il faudrait que le ministre, il ait dans les yeux qu'il a en charge la génération qui suit et que ça doit être le principal poste d'engagement de la puissance publique, qu'il n'est pas là pour faire des économies et rentrer dans les 3%. Il est là pour réfléchir à comment créer une génération qui nous suivra. Là, ils sont en train de créer les bonnes conditions d'apprentissage pour leurs propres enfants. Il faut bien comprendre ça. La loi Blanquer, elle est là pour permettre à des grands groupes de faire rentrer l'éducation dans le champ de la marchandise et de créer de bonnes écoles internationales, tout ça, avec des gens très bien formés, tout ça, mais qui ne seront ouvertes qu'à leurs propres enfants et au prix de la dégradation des écoles des autres. On revient au 19e siècle. Bien sûr. Bourgeois et bras nus, prolétaires et rentiers. Il y avait toute une série de vocabulaires qui avaient un peu disparu de l'usage quotidien, mais on y revient. Aujourd'hui, les ressources tirées de l'héritage sont plus grandes que celles tirées des salaires. Voilà. Et les destins des enfants vont être calés sur les revenus de leur propre famille. Voilà. L'université ouverte à tous, c'était l'inverse de cela. Je vais clore en disant que, d'abord, je vous remercie les uns et les autres pour toutes les précisions que vous apportez, aussi bien en termes d'expérience de terrain que de pensée sur votre métier et d'histoire de cette évolution de l'enseignement, parce qu'on ne le perçoit pas du tout. Alors ça s'appelle perspective. Et je ne vais pas laisser ce sujet se clore avec cette émission. Je vais construire ce budget. La fonction que j'ai de député me permet de construire ce budget et de le présenter, et de le proposer. Alors un budget qui tiendra compte de tout ce qu'on a vu en termes de formation, de nombre, d'AESH, de classes, de tout le côté, le secteur médico-social, tout à fait nécessaire, indispensable. Voilà, et d'ici un an, je pense que je pourrais revenir vers vous, le présenter, et le présenter à l'ensemble des acteurs concernés, c'est-à-dire quasiment toute la société, parents, jeunes, enseignants. Merci. Merci. Françaises, Français,
Voici quelques informations en direct de la Seine-Saint-Denis. L'un des départements les plus défavorisés de France, très courtisé en période électorale, mais plutôt oublié le reste du temps. Face à ces grands mots, nous avons pourtant proposé de grands remèdes. Renouer le lien qui unit le citoyen à sa cité, libérer le politique des forces de l'argent.